Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo Marion Motin, et qui est la première personne qu'on reçoit sur Sweep à avoir une page Allociné. Comment ça va? Mais ça va et vous les gars? Mais ça va, tranquille. Mathis, comment vas-tu? Au top. Avant de te poser la première question, Marion, je rappelle à tous ceux qui nous rejoignent que le podcast s'appelle Sweep. Il est présent sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube. Donc bienvenue à ceux qui découvrent sur cet épisode. Et merci à ceux qui nous suivent déjà depuis la première saison. Et si vous kiffez cet épisode, n'hésitez pas à aller checker tous les précédents sur la page Instagram. Voilà. Aujourd'hui, on reçoit Marion Motin. Merci de nous dédier 1 heure de ton temps. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Est-ce que je peux me présenter? Je m'appelle Marion Motin. Je suis une femme de 41 ans, chorégraphe, danseuse. Je fais de la direction artistique aussi. J'aime faire plein de choses. Voilà, mère d'un fils de 6 ans. Voilà. Merci. J'ai une première question à te poser sur là où tu en es aujourd'hui par rapport à dans certaines interviews revient souvent, et dans ta danse, et ce qui me marque moi, c'est ce côté assez tu parles à certains moments du fait que tu es colérique et du fait que tu as beaucoup d'émotions. Et moi, quand je te regarde danser, ce qui me marque particulièrement, c'est le nombre d'émotions et l'intensité des émotions par lesquelles tu passes. Ma question, c'est aujourd'hui, à 41 ans, où en es-tu dans ces vagues d'émotions fortes et intenses? Ça s'est calmé? Ça s'est pas calmé? Non, heureusement, ça se calme pas parce que les émotions, c'est la vie. Après, les émotions changent et elles évoluent. Il y a beaucoup plus de douceur et de coolitude qu'à 20 et beaucoup moins de colère. Donc, Dieu merci, je suis encore traversée par plein d'émotions et la plupart du temps. Et c'est important parce que c'est ça qui me fait danser et qui me fait créer, c'est les émotions. Et par moments, j'en ai plus. Quand je suis un peu déconnectée et un peu décentrée, et là, j'ai plus trop l'envie de danser et de créer parce que je ressens plus trop d'émotions. Donc voilà, mais je suis toujours traversée par plein d'émotions qui sont vachement plus posées, plus acceptées, pas plus contrôlées, mais plus maintenant je les connais. Donc il y en a plein qui reviennent pas parce que c'est d'anciennes colères et voilà, c'est des émotions plus douces. Est-ce qu'on pourrait parler d'hypersensibilité ou pas? Je sais pas si on peut parler d'hypersensibilité. Je pense qu'on peut parler d'hyper réceptionnabilité de l'émotion. Ça veut pas dire que je suis hypersensible. Ça veut juste dire que j'utilise, mon corps reçoit des émotions comme tous les êtres humains et que je suis plutôt en alerte et connectée à ça. Parce que j'ai pris l'habitude et que j'ai fait un travail d'être connectée à mes émotions et d'être en alerte. En alerte avec ses émotions. Je sais pas la conjugaison, mais en tout cas, d'être connecté à ses émotions. Parce que je pense que tous les humains peuvent être connectés à ses émotions. Je pense qu'il y a des êtres qui sont vraiment hypersensibles. Je suis pas sûre. Je connais quelques êtres hypersensibles. Je suis pas sûre d'être à ce stade-là. Dieu merci, parce que c'est chiant à vivre quand même. Je suis quelqu'un de sensible, mais je suis surtout quelqu'un de connecté. Ok. Dans ta carrière qu'on va volontairement pas éplucher en te posant les questions de comment tu as commencé, par où es-tu passé, etc. Parce que je pense que les informations sont déjà présentes ailleurs. J'en cite quand même un peu des étapes, notamment l'étape où vous avez monté le groupe Les Swaggers et où vous montiez des shows chorégraphiques. Récemment, tu as monté ta compagnie qui s'appelle la compagnie Les Autres, dont une pièce, enfin je dis récemment, je dis ça parce que les infos que j'ai vues étaient récentes, dont la pièce
Le Grand Saut, SOT, est sorti en janvier 2022. Je me demandais en ce moment où est-ce que tu en étais par rapport à ces projets de création personnelle, parce que tu fais aussi pas mal de commandes et de choses pour les autres. Est-ce que tu es encore sur le projet du Grand Saut, à essayer de lui donner la vie qu'il mérite et à tourner avec cette pièce-là? Ou est-ce que tu es déjà en train de créer un autre spectacle? Alors, le Grand Saut, il est sorti avant ça. Il est sorti en septembre 2021. Ok. On a joué à Lyon, à Vaux-en-Velin en septembre 2021. Il me semble, fin septembre. Et il tourne encore et on a encore des propositions de date jusqu'en 2024. Et oui, je m'attelle à faire en sorte que ce show ait la diffusion qu'il mérite, parce que c'est un show un peu hybride où j'y mêle de la comédie, du jeu, et c'est quelque chose qui peut faire peur aux programmateurs, parce que ça rentre pas dans une case déjà faite de spectacle de danse hip-hop. Non, je propose pas un spectacle de danse hip-hop, c'est un truc un peu plus hybride, donc tout le monde ne s'y retrouve pas. Mais je suis déjà en préparation de ma prochaine créa et d'une autre commande de créa aussi. Parce que le Grand Saut, il est fait. Après, j'ai envie de tourner avec le plus longtemps possible, mais j'ai forcément déjà réfléchi à autre chose, quoi. Une fois que c'est accouché, c'est accouché. Maintenant, il faut engendrer, quoi. Autre chose. Pour rester sur le Grand Saut, après on parlera de la création à venir. J'ai l'impression, moi j'ai pas eu la chance de le voir, j'ai regardé des teasers et des textes qui en parlaient. J'ai l'impression que tu as eu le courage d'aller au bout de certaines convictions pour pondre cette pièce et aller là où les gens ne t'attendaient pas forcément, peut-être les programmateurs ne t'attendaient pas forcément. Là où si on regarde le parcours chorégraphique d'avant, peut-être que t'as utilisé le mot hybride et t'as dit que c'était une forme pas évidente à défendre. Et entre autres, d'avoir vu des extraits, j'ai l'impression qu'il y a plein de partis pris très assumés. Est-ce que déjà tu es d'accord avec ça? Et à quel point est-ce que ça t'a demandé du courage d'assumer un endroit où tu en étais maintenant dans ta vie face aux attentes que tu sentais qu'on avait de toi à ce moment-là? Alors, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Après, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je fais, tu sais, même avec ma première pièce avec les Swaggers, In the Middle, c'était déjà un peu le cas, parce que on disait ah bah c'est du hip-hop alternatif. C'était pas un spectacle de danse hip-hop, mais en même temps, c'était des danseuses hip-hop, c'était un crew hip-hop. Après, je suis arrivée avec un solo hyper contemporain avec mes boîtes de serre, seule en scène, 1 heure, sur du classique et du lip-sync sur PNL. Enfin, les gens ont regardé, qu'est-ce que c'est quoi? Donc j'ai perdu des gens, j'ai gagné d'autres gens. Et là, je reviens avec une pièce qui est encore différente, qui parle du leadership, où il y a du comédien. Donc en fait, c'est hyper dur de défendre ce que je fais, parce que je ne pièce en fonction de ce qu'on attend de moi. Et ça, c'est vraiment un mantra. Je fais pas ce que je fais parce que les gens attendent ça de moi. Mes pièces personnelles, je les fais parce que j'en ai besoin, que j'ai besoin de parler de certains sujets, que j'ai besoin d'explorer des choses. Et c'est un espace de création et de créativité. C'est un laboratoire de kiff. Et si je me mets à faire ce qu'on attend de moi, bah, je vais toujours faire la même chose, parce qu'en fait, pour avoir un peu capté et parlé avec d'autres chorégraphes, on se rend compte que bah, les diffuseurs, les programmateurs, ils attendent que tu refasses toujours le même spectacle, mais sous une autre forme. Mais en fait, c'est un peu toujours la même chose. Ouais. Mais du coup, parce que tu passes ton temps à refaire le même spectacle avec des petites modifs pour que on se dise ah bah oui, c'est bien, c'est du Mario Motin, on reconnaît le truc. Ouais, mais moi, si j'ai fait un truc une fois, j'ai pas envie de le refaire 2 fois. Je me fais chier, j'ai fait le tour. J'ai justement envie d'explorer d'autres choses. Et je crois que ce métier, il est fait pour explorer. Donc c'est très dur, parce qu'effectivement, tu perds des gens, t'en gagnes d'autres, et tu passes ton temps à te battre parce que ah bah on reconnaît pas, ah bah là t'es allé dans un truc où on t'attendait pas. Bah ouais, mais en fait, enfin voilà, c'est ça l'art aussi, et l'exploration. Et je pense qu'il y a toujours un lien dans toutes les pièces que j'ai fait. Il y a un lien qui est là, qui est très fort. Il suffit de savoir le regarder. Moi, je le vois, il y a d'autres gens qui le voient. Ceux qui n'ont pas envie de le voir ne le voient pas, et il n'y a pas de souci. Mais
Mais je trouve ça cool et je crois qu'en fait, ça fait partie de mon ADN aussi et de ma personnalité. C'est de pas faire ce qu'on attend de moi et de pas rentrer dans une case. Et c'est un peu ça ma marque de fabrique. C'est de, bah, j'ai envie de faire ça, bah, je vais le faire. Et même si ça correspond pas à ce qu'on attend de moi, j'ai envie de faire ça. C'est pour ça que j'ai fait ce métier, hein. Sinon, j'aurais fait autre chose. Donc, faut pouvoir défendre ce que tu fais. Que par moment, t'en as marre de te battre et t'en as marre de te dire et de chercher des arguments. Parce que l'art et la création, c'est pas toujours un argument, c'est plus une pulsion, tu vois, et c'est pas toujours réfléchi et intellectualisé. Moi, les choses, je les intellectualise après, je les réfléchis après, mais d'abord, elles partent d'une pulsion, tout simplement, et d'une urgence. Il n'y a pas de réflexion, il y a une émotion. Voilà. Donc, c'est compliqué parce que des fois, il faut expliquer par A plus B, donner à manger à telle personne et à telle personne pour leur faire croire qu'il y a une forme intelligible. Mais, mais ouais, c'est un peu une baston. C'est là où je mets le plus d'énergie, c'est dans mes créas personnels. Et c'est là où. Bah, c'est marrant que tu m'en parles parce que j'étais là et je me disais combien de temps je vais continuer à faire ça parce que j'y laisse beaucoup de plumes, beaucoup d'argent personnel, beaucoup d'énergie personnelle. Je perds des points de vie là-dedans et en même temps, c'est là où c'est là où je peux mettre toute ma vision et mon monde. Mais des fois, je me dis, waouh, la flemme. Tu vois, je pense à ma prochaine créa et je suis là, flemme. J'ai toujours pas bouclé, j'ai pas assez. Il me manque là, genre, ouais, les gens disent, ouais, mais toi, t'as pas de problème. Bah, si, en fait, il me manque grave des sous pour me faire mes créas perso. Je suis pas beaucoup suivie, je suis pas beaucoup validée. Je suis pas artiste associée. Je suis un peu boudée parce que je rentre pas dans les codes et parce que les gens ils savent pas me définir. Donc voilà, mais bon, j'y tiens. C'est vraiment mes projets perso entiers où je me sens tellement exister, tellement vivre. Quand je vois le spectacle prendre vivre comme ça, quand on monte sur scène et qu'on se met à mettre tout ensemble, les lumières, la musique, les interprètes, je suis là et je kiffe, mais je suis comme une gamine et je me sens tellement vivante. Mais c'est très dur, ouais, d'avoir des convictions. Dans une interview, quand tu parles de cette création, tu fais une différence entre prendre le pouvoir et prendre des responsabilités. Est-ce que tu pourrais réexpliquer la différence que tu fais entre ces deux notions et, euh, et nous expliquer aussi quand toi tu es chorégraphe, quels sont les outils que tu as développés pour réussir à prendre des responsabilités et ne pas prendre le pouvoir, et quand est-ce que tu sais que quelqu'un prend le pouvoir? Eh ben, déjà, si vous avez vu Spider-Man, quand l'oncle de Spider-Man meurt, il dit à grand pouvoir, grande responsabilité. Mais parce que Spider-Man a des pouvoirs magiques. Mais c'est juste qu'en parlant avec une de mes meilleures amies qui est psychologue, elle m'a fait prendre conscience de ça, que l'homme prend le pouvoir au lieu de prendre ses responsabilités. Et en fait, dans le leadership, c'est vrai qu'on a besoin d'un référent, comme un enfant a besoin d'avoir des référents qui sont ses parents. Mais rien qu'en tant que parent, tu peux pas prendre le pouvoir sur ton enfant. Tu as des responsabilités. C'est de donner de l'amour à cet enfant, de lui donner un cadre, une éducation pour qu'il grandisse dans les meilleures conditions. Mais t'es imparfait. De toute façon, l'humain est un être faillible et qui est imparfait, et ça, faut l'accepter. Tu vas donner le meilleur de toi-même pour ton gamin. Tu vas prendre tes responsabilités et tu vas le responsabiliser. Si tu prends le pouvoir sur ton gamin, tu vas lui niquer sa vie. Ok? Parce que, parce que tu vas rentrer dans un jeu de rôle malsain, de domination, et tu vas tu peux être sûr qu'il aura des sous à dépenser en psychothérapie plus tard, ou en drogue, ou en je sais pas quoi. Donc, prendre le pouvoir ou ses responsabilités, c'est ça, c'est quand tu as un engagement envers quelqu'un. De toute façon, dans chaque relation, cet équilibre, il se fait. Même dans une relation amicale, vous êtes deux. Par moment, il y en a un qui prend le pouvoir ou pas, ou qui prend ses responsabilités. Enfin, il y en a toujours. Une relation, c'est à deux.
Une relation, elle n'est pas unilatérale, elle est bilatérale. Et même si tu as un statut, dans notre société, on dit qu'il est au-dessus. On voit les choses, les statuts en termes, en schéma d'échelle. Mais en fait, on est au-dessus parce qu'on est leader, parce que justement, on a des responsabilités par rapport à la personne. Mais bizarrement, quand on monte, on a très vite envie de prendre le pouvoir parce que c'est grisant. Tu es là, tu as des responsabilités et tu te dis, ah bah, il y a un truc qui est grisant. Et tu peux perdre le contrôle de cette chose-là et te laisser aller dans le dark side of the moon et prendre le pouvoir sur l'autre. Et ça, en fait, c'est hyper malsain. Et je me suis rendu compte en faisant cette pièce, à la base, je voulais vraiment parler du leadership et des grands leaders dans nos pays, dans le monde entier, des politiciens, de l'industrie pharmaceutique, de l'agroalimentaire, de la fabrication de matériaux, ces choses-là qui me révoltaient, où tu es là, genre, mais putain, les gars, vous pensez qu'à vous tout de suite, quoi, et vous pensez pas à plus tard, vous pensez pas aux autres, vous emmenez pas les autres avec vous, et ça me rendait ouf. Et après, je me disais, mais en fait, à la moindre échelle, ça se voit. Et même en tant que chorégraphe, en fait, j'ai des responsabilités sur mon équipe. Et soit je prends le pouvoir, et en parlant avec d'autres danseurs et de voir comment ça peut se passer, des fois avec d'autres chorégraphes, même moi en ayant travaillé avec des chorégraphes, ou des gens, des producteurs, des gens, tu vois, qui vont être au-dessus de toi ou qui vont se placer au-dessus de toi. Tu te dis, ah ouais, c'est comme ça que tu fais, toi, tu prends le pouvoir, tu domines, tu t'enfonces les autres, et en fait, ça m'a permis de trouver des méthodes de travail dans mon travail en tant que chorégraphe et de voir. J'ai pas encore la bonne méthode, mais en tout cas, je suis sur la bonne voie de comment moi j'ai envie de travailler. Moi, j'ai envie de travailler dans le respect de l'autre. J'ai envie qu'on me respecte, mais j'ai envie de respecter ceux qui travaillent pour moi, parce qu'au final, c'est eux qui vont défendre mon travail sur scène. Euh, donc, je me suis rendu compte que le respect et la responsabilité, je suis responsable de cette équipe. Tu te rends compte que quand tu fais un projet, le projet, il est à l'image de ce que t'es. Et si t'es un bâtard et que tu te traites les gens comme des bâtards, bah en fait, ça va être un projet de bâtard. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a du vice qui va s'insérer dans le projet et que tes interprètes, va y avoir du vice qui s'y mêle. Et au final, ça va pas être cool, quoi. Et c'est des trucs, ça se ressent. Et en fait, on fait ce métier-là, c'est pareil. Moi, je fais ce métier-là pour m'éclater avec mes potes, avec des nouveaux potes que je rencontre, avec des interprètes qui sont pas forcément des potes, mais qui sont des collègues avec qui je m'éclate. Et j'ai envie que ce soit sain. J'ai juste envie de travailler dans un sain. Et qui dit sain dit, bah, moi, je me responsabilise pour être saine avec les gens avec qui je travaille, pour que eux, ils aient envie d'être sains avec moi. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, responsabilité et je prends pas le pouvoir. Parce qu'en plus, j'ai pas le pouvoir, j'ai juste des responsabilités. Mais je trouve ça passionnant comme question. Ça me donne envie que tu nous donnes des exemples, notamment par rapport à un volet de la méthode de création qui est comment on instaure une hiérarchie dans un groupe, et notamment dans un groupe, quand tu montes une créa, il y a plein de corps de métier. Il y a les danseurs-interprètes, il y a la lumière, il y a la musique, et on retrouve autant de formes de hiérarchie et de distribution du pouvoir qu'il y a de chorégraphes, on va dire. T'as des chorégraphes, je vais citer James Thierry parce que c'est un exemple connu, qui a besoin d'avoir la main sur tout et qui est décisionnaire sur tout, et qui va laisser peut-être moins d'espace aux gens avec qui il travaille. Euh, et du coup, ce qui m'intéresse avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu as quand même une idée très précise et de tes sensibilités et des images que tu veux voir. Mais à côté de ça, ça a l'air d'être aussi important pour toi de laisser de l'espace aux gens. Du coup, comment est-ce que tu deals entre les deux pour quand même aller au bout de ce que toi t'as dans la tête, parce que tu as quand même l'air d'avoir des idées précises dans la tête, tout en laissant les responsabilités et l'espace aux gens pour qu'ils s'expriment. Est-ce que tu as des exemples précis pour nous expliquer ça? Déjà, je pense que on est libre dans un cadre et que s'il y a plus de cadre, la liberté, elle veut plus rien dire.
C'est le néant et c'est la perdition. Euh, donc oui, j'adore que mes danseurs se sentent libres. Mais tu vois, je me suis rendu compte par expérience que quand je laissais trop de liberté et qu'il n'y avait pas assez de cadre, et ben cette liberté, elle partait, et qu'en fait, ça donnait lieu à une perdition. Et que le spectacle, il se perdait et que ça devenait n'importe quoi. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je resserre, il faut que je mette un cadre. Et la liberté, elle arrive aussi dans la phase de création, où on joue, on va faire des ateliers. Elle arrive aussi, la liberté, je pense, là où mes interprètes peuvent se sentir libres, c'est que je vais chercher des personnalités qui me parlent, que j'aime, et j'ai pas envie de les changer. Je vais les chercher parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et donc, tu peux être libre d'être ce que t'es. Et déjà, de se sentir libre à l'intérieur de ton corps, je trouve que c'est hyper important. C'est le premier espace de liberté, il est très personnel. Il est ok, je suis libre d'être moi, d'être qui je suis. Parce que je suis acceptée comme je suis, et on m'a pris parce que j'étais comme ça. On m'a pas pris parce que il faut que je rentre dans ce moule-là. Non, je t'ai pris parce que toi, je te kiffe et que c'est toi que je veux. Les gens avec qui je travaille, ils soient ce qu'ils sont. Si tu cherches à me plaire, c'est mort. T'es plus qui t'es, tu cherches à me plaire. Tu vas me plaire si t'es l'essence de ce que t'es. Après, évidemment, on joue, on prend des risques, on va là, on teste, etc. En lumière, j'ai travaillé depuis toujours avec Judith Leray, que j'ai rencontrée très jeune sur In the Middle à Lyon. Et on a grandi ensemble. En lumière, je sais exactement ce que je veux. C'est vrai que je fais mes créas lumière. Judith, elle m'aide, on se fait du ping-pong, du boomerang. Elle a la technique qu'elle m'a partagée aussi parce que pour mon solo, on n'avait tellement pas d'argent qu'on a monté je faisais les branchements avec elle, on montait les trucs ensemble. Au moins, je sais ce que ça veut dire que de monter toute une créa de lumière, mais les branchements, les encodages, les trucs. Je sais de quoi je parle maintenant. Elle va m'aider en me disant bon bah là tiens il y a ça qui est sorti comme machine, ça peut être cool, etc. Maintenant souvent je sais exactement ce que je veux, mais c'est un processus à deux, donc je lui laisse de l'espace, mais elle sait très bien comment je fonctionne, elle sait que j'ai une image en tête et que de toute façon j'aurai le mot final parce que c'est le monde que j'ai dans ma tête, mais je lui laisse la liberté de me faire des propositions, de me dire ça ce serait bien, et si on faisait ça. Et c'est ça qui me fait kiffer aussi, c'est qu'on rebondit, elle me dit, et si on faisait ça, et ouais, clac, clac. Mais à la fin, il faut que je sois satisfaite de l'image qu'il va y avoir, parce que c'est ce que j'ai dans la tête, il faut que ça corresponde. Même si je laisse une porte ouverte à ce que cette image-là, elle bouge, et elle devienne autre chose. J'ai commencé à travailler avec Mika Luna, avec la Rambert Dance Company, qui est un mec qui fait de la musique, un espagnol, que j'ai rencontré à Londres. Et c'est une histoire de respect, de compréhension, on se comprend. Ça veut dire il a compris la façon dont je travaillais, il a compris mon vocabulaire, il a répondu à mes attentes. Et en fait, on se comprend, c'est la collaboration, elle se fait comme ça. Tu te dis, bon, ben, on parle la même langue. Et du coup, tu fais confiance et tu laisses de l'espace parce que tu sais qu'il est au service de ta vision. Mais tu travailles avec lui parce que tu as confiance en lui et tu sais qu'il te comprend. Donc, je sais plus quelle était la question de base. La hiérarchie, elle est, c'est bilatéral. C'est à un moment donné, c'est un dialogue. Évidemment, le final cut, comme j'avais lu un truc sur David Lynch, il dit de toute façon, il faut toujours garder son final cut. Et clairement, c'est mon projet. Je garde le final, ce sera moi. Mais je suis très ouverte aux propositions des gens avec qui je collabore parce que j'ai confiance en eux. Pareil pour mes interprètes, j'ai confiance en eux. Donc, il peut y avoir des propositions. Après, trop de propositions, à un moment donné, tu es là genre, ok, tranquille, on repart dans la direction. Mais c'est important de laisser de la liberté. Et encore une fois, la première des libertés, c'est de travailler avec des gens que tu peux être eux-mêmes. Je sais pas si c'est clair. Mais déjà, pour moi, c'est une grande liberté, ça. Et du coup, quand pour instaurer ce cadre, tu as besoin en tout cas de personnes, d'interprètes et de différents corps de métier. Comment tu vas choisir chaque personne avec qui tu vas travailler? En tout cas, enfin,
précisément dans les danseurs, comment tu vas aller chercher chaque danseur et sur quoi tu vas te baser pour te dire cette personne, je pense que c'est la bonne et c'est avec elle que je vais réussir à mettre un cadre en tout cas intéressant et celui que je recherche. Moi, je te parlais de connexion. Faut que je sois très connectée avec moi parce que c'est vraiment une histoire d'instinct. Mal, euh, on est moi, je trouve qu'on est des caisses de résonance et des caisses vibratoires et en fait, tu vibres. Quand tu rencontres quelqu'un, tu vibres d'une certaine façon. Et si tu es connecté à toi-même, tu sens que ta vibration, là, elle est juste. Ou là, la vibration, elle est pas cool. Bon, bah non, j'y vais pas. Et il y a des danseurs, bah déjà, je fais des auditions en général pour les pièces. Je fais pas mal d'auditions, j'aime bien, parce que j'aime bien rencontrer des nouvelles têtes, des nouveaux danseurs. Et va y avoir la danse, évidemment, parce qu'il y a des choses que j'attends dans la danse. Une grande précision, une grande compréhension du mouvement et de l'énergie et de l'utilisation, comment tu vas utiliser ton corps. Je trouve qu'il y a des danseurs qui comprennent ce qu'ils font, même si c'est pas compréhensible du grand public, mais ils comprennent à l'intérieur ce qui se passe. Et t'en as qui se contentent de faire des mouvements sans vraiment comprendre ce qui se passe, donc ça brasse de l'air, et là, ça me parle pas. Moi, c'est presque samouraï, presque, c'est une histoire d'énergie, c'est l'énergie vitale, c'est comment tu utilises ton énergie, voilà. Et, euh, et à côté de ça, il y a l'incarnation et la personnalité. Je suis très sensible aux gens qui sont très incarnés et qui sont très eux-mêmes, qui ne sont pas dans la posture. C'est vrai que je déteste les postures et que ça arrive souvent en danse parce qu'on a envie de correspondre à quelque chose, à une image qu'on s'est dit. Moi-même, à un moment donné, j'étais dans des postures, j'ai envie de correspondre à ça, donc faut que je marche comme ça. Mais en fait, c'est pas moi. Et, euh, et j'adore les gens qui sont l'essence d'eux-mêmes, quoi, et qui s'excusent pas d'être là à chaque fois et des mensonges. Et c'est pour ça que j'adore les gamins, c'est parce qu'ils ont pas de posture encore, ils sont dans des mouvements hyper libres et comme les animaux, c'est fou, c'est explosif, c'est naturel, c'est instinctif. Et tu as quelques adultes qui sont comme ça, qui sont instinctifs, naturels et incarnés et qui se mentent pas, donc ils mentent pas aux autres. Et ça, pour moi, c'est direct, quoi. Je tombe amoureuse direct. Hein. Et, et voilà, je me dis, on va pouvoir y aller parce que quand tu as des gens qui sont l'essence d'eux-mêmes, bah tu parles direct, tu leur parles. Il y a un vrai échange qui se fait, voilà, d'âme à âme et pas de posture à posture. Quand tu parles à une posture, il faut du temps pour débarrasser trop de choses, ça prend trop de temps. Hmm. En fait, j'ai l'impression que tu parles de laisser de la place à nos fragilités, à notre humanité de sortir dans la danse, en l'occurrence, là, si on parle de danse. Euh, et toi, dans ton parcours, bah, tu viens quand même, t'as pris des cours de danse classique, donc de danse académique, quoi. Dans le parcours que tu as eu, dans les shows chorégraphiques, etc., dans le hip-hop, il y a quand même que ce soit en fait dans l'académisme ou dans les shows chorégraphiques, il y a ce formatage d'une manière ou d'une autre sur avoir des postures. Euh, et donc j'imagine que tu es passé par ces phases où tu as incarné des postures avant de trouver des manières de laisser à nouveau de la place à l'humanité et à la fragilité. Moi, quand je te regarde danser dans les dernières vidéos que tu mets sur Instagram, je ressens, je ressens vraiment cette place-là à ce qu'on appellerait les failles de quelqu'un, ou en tout cas à son essence, on va dire, et se défaire de toutes les postures qu'on peut prendre. Toi, dans ta vie, après être passé par des stades où on attendait de toi des postures, ça a été quoi les étapes pour tout doucement retrouver une certaine humanité, une certaine fragilité? Alors, euh, les étapes, déjà, ça a été long parce que je pense que je suis rentrée dans le hip-hop par un biais vraiment humain et de kiff. Mes débuts dans le hip-hop, ils ont vraiment été naturels et pas formatés. Donc c'était vraiment cool. Et puis au bout d'un moment, oui, il y a cette posture qui est arrivée
au moment, je sais pas, au bout d'un moment, et puis tac, les shows chorégraphiques et les battles, et il y a une posture, un truc qui fait que tu fais pas la danse que tu devrais faire. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à improviser. Et improviser, c'est quand même la base du hip-hop, l'improvisation. Et j'arrivais pas à lâcher et à danser vraiment ce que j'étais. Donc déjà, j'ai voulu arrêter la danse. Tu vois, ça s'est passé en rentrant de ma tournée avec Madonna. Je suis partie 1 an avec Madonna et puis en revenant, j'ai voulu arrêter la danse. Enfin, j'ai recommencé à préparer Swaggers. Et là, je me suis dit, mais je comprends pas ce que je fais. Ça veut rien dire. Je ressens rien. Ça me correspond pas. J'étais là, on s'entraînait en bas, dans la rue, en bas de chez moi. J'étais là avec mon survêt Lacoste, dans la rue, à minuit, avec mes copines. Et c'était cool, mais en fait, j'avais 30 piges. Et j'étais là, genre, j'ai plus. Je sais pas, il y a un truc qui est pas juste là dans ce que je suis en train de faire. Et en fait, c'était pas d'être dans la rue avec mes copines en survêt Lacoste. C'était pas ça, c'est juste que la façon de m'exprimer, la gestuelle, elle me correspondait plus. Mais parce que aussi les musiques hip-hop me saoulaient. J'avais fait beaucoup de battles. Il y avait beaucoup ces musiques de DJ, ces boucles qui avaient plus d'âme et qui avaient plus de sens pour moi. Moi, dans le hip-hop, ce que j'aimais, c'était les sons avec les rappeurs. C'était où tu mets le son et tu t'enjailles et ça part et voilà. Et au bout d'un moment, ces boucles, elles sont arrivées. Au début, c'était cool. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça voulait plus rien dire. Ça te donnait envie de faire des codes, des suites de codes et de tricks. Et donc, une récitation de mouvements sans ressenti. Et il n'y avait plus d'âme. Donc, je me suis mis à écouter d'autres musiques qui n'ont rien à voir avec le hip-hop. Et c'est là où, je me rappelle, je devais faire un solo pour la Biennale de Lyon. C'est Mourad Merzouki qui m'avait demandé. C'était un concours de solo et je cherchais des chansons et en fait j'ai pris Lassa, El Desierto, parce que c'est la seule chanson qui me faisait vibrer. Je me suis dit vas-y, il faut que je réécoute des sons qui me font vibrer, quoi, qui me donnent les larmes aux yeux, qui me donnent envie de danser, qui me donnent des émotions, tout simplement. J'avais plus d'émotions sur les sons hip-hop que j'écoutais. Et le Lassa, il me transcendait. Donc je me suis mise à chercher, à danser, et en fait je suis partie dans une autre gestuelle. Et donc, je me suis mise à écouter des sons qui me faisaient vibrer et je suis allée dans d'autres sons rien à voir. Je me suis mise à écouter à Nirvana et à écouter du fado, à écouter plein de trucs différents. Et ça m'a donné beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de palettes, beaucoup plus de mouvements, d'intensité, d'énergie, d'émotions différentes. Et j'ai pu revenir après au kiff du hip-hop, mais j'y suis pas revenue de la même façon. Parce qu'en fait, j'ai décidé que le hip-hop, il serait toujours là de toute façon. Je suis née dedans, petite. C'est trop fort. Ce courant, il a été trop fort pour moi. Il est encore trop fort pour moi. Mais j'en garde l'état d'esprit. Et en fait, à la base, l'état d'esprit, c'est soit qui t'es. Fais ce que tu as envie de faire. Et point barre. C'est toi, t'es comme ça. Mon style, c'est ça. Moi, je fais ça. Et je peux être que le plus fort dans mon délire. Parce que je suis différente et qu'il y a pas deux Mario Motin, il y en a qu'une. Donc dans mon délire, c'est moi la plus forte. Et en fait, c'est comme ça avec tout le monde. Le hip-hop, je me rappelle, c'est ça, pour avoir parlé même avec des anthologies du hip-hop, des Kamel Boogie Brat et tout, qui me disaient mais en fait, le hip-hop, c'est ça, c'est tu danses avec ton cœur, tu danses avec qui t'es, avec ce que t'es. Et, et j'ai gardé tout ça, mais je me suis défait des codes physiques du hip-hop parce que voilà, j'aime toujours autant faire du top rock et retrouver mon pote Léo et se taper des délires de top rock, de footworking et tout, mais moi ma façon de danser aujourd'hui, c'est du Mario Motin, donc je vais peut-être mélanger des choses et à un moment donné je vais être en mood, je vais avoir envie de faire de la house ou je sais pas quoi et je vais en faire, mais j'arrive plus à m'éclater dans un code que je connais. Je les connais, j'ai fait le tour. Je kiffe voir des gens en faire, je kiffe des fois sur un son, voilà,
faire ce style de danse, mais j'arrive plus. J'ai envie de gerber ce que je suis. J'ai envie de danser comme une enfant avec ce que je suis. Et c'est ça qui me fait kiffer. Putain, c'était quoi la question au début? Parce que là, je parle, mais Mais en fait, t'es en plein dedans, hein. La question, c'était par quelles étapes t'es passé pour tout doucement te défaire de tes postures et retrouver ton humanité. voilà, c'est ça. Et ben, en fait, ça a été aussi un travail quotidien de tous les jours chez moi. Une fois que je me suis rendu compte de ça et que j'étais dans des postures de danse, donc dans des postures de vie aussi, hein, tous les jours chez moi, j'essayais de danser et j'essayais de sortir le mouvement instinctif, le mouvement pas sortir tout de suite. Et c'était hyper dur parce que tu sors des mouvements et tu es là, non, ce mouvement-là, je le connais. Non, ça, je l'ai réfléchi. Non. Et en fait, c'est horrible. Pendant 1 an, je ne savais plus danser. Tu sais plus danser parce que tu déconstruis pour repartir à un truc hyper instinctif que tu connais pas. Tu te dis, en fait, tu es en train de découvrir la façon dont tu vas vraiment bouger. Et ça m'a pris, ça m'a pris 1 an, quotidiennement, comme ça, de tout déconstruire et de tout reconstruire et de tout découvrir. Mais c'est un travail quotidien, c'est un travail de grande sincérité parce qu'il faut pas se mentir. Il faut toujours être, et c'est pour ça que, tu vois, au début, je disais, je suis hyper connectée. Il faut être hyper connecté et ne pas se mentir. Et en fait, tu sens direct quand tu es dans le mensonge, tu sens direct quand tu es dans la posture, tu sens direct. Et ça, c'est un travail que tu fais même au quotidien, quand tu parles, quand tu interagis avec les gens, quand tu es toute seule. Tu es là, genre, non, là, je suis en train de mytho. Non, là, c'est pas ce que je pense vraiment. Non, là, je ressens pas vraiment ça. Non, là, j'ai dit ça pour faire plaisir. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Qu'est-ce que tu penses vraiment? Comment tu l'aurais vraiment dit? Comment tu le ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu danses vraiment? Comment là aujourd'hui tu as envie de bouger? Est-ce que vraiment tu as envie de danser aujourd'hui? Non. Est-ce que vraiment, enfin tu vois, et d'aller chercher l'essence de ce que t'es, l'essence de ton émotion, l'essence de ton sentiment, l'essence de ton ressenti. Et c'est un travail quotidien et que je continue à faire, hein. Et que j'adore. J'ai l'impression d'être dans une école de samouraï en fait, tu vois. Et mon but c'est ça, c'est d'être dans d'être le plus authentique possible et d'être dans le non mensonge envers moi-même. Et c'est génial parce qu'en fait tu découvres plein de choses. Mais ouais, c'est et puis ça ne s'arrête jamais en fait parce que tu grandis tous les jours, parce que tu ressens des choses tous les jours et tu peux et en fait t'es constamment en évolution dans la vie. Tu grandis, tu vieillis, la vie elle avance, t'évolues constamment, donc en fait ta danse elle peut que évoluer, ta façon de bouger elle peut que évoluer avec ce que t'es et et voilà, c'est kiffant. C'est la créativité elle évolue avec ce que t'es et voilà, si tu restes hyper connecté avec ce que t'es tout en ouvrant le champ des possibilités, bah t'es connecté avec l'humain et c'est pour ça que l'humain est re-rentré dans la danse parce qu'en fait le danseur c'est un humain en fait. Avant on est des humains et on danse parce qu'on est des humains et on danse parce que justement on n'est pas des putains de robots, on danse parce qu'on a envie de vivre, on danse parce on a parce qu'on est on est révolté, on danse parce qu'on a des choses à dire, on danse parce qu'on est incompris, on danse parce que c'est politique, on danse parce qu'on a que ça pour s'exprimer, on danse parce que c'est la vie et en fait ça vient de l'humain et il y a un moment donné dans la danse on l'oublie et on devient que un danseur et donc cette danse elle se sépare de l'humain et c'est là où c'est pas beau et qu'on rentre dans des postures. Je te rejoins totalement sur cette recherche du non-mensonge, notamment en battle, parce que dans notre groupe avec Noé, on danse beaucoup sur des sons de rap, rap US, rap FR. Et souvent, quand on arrive en battle, on se retrouve un peu déboussolé parce que c'est des sons super rapides sur lesquels on n'a pas du tout l'habitude de danser. Et je sais que moi, personnellement, notamment là, la dernière fois, j'étais au Vortex Jam à Rennes et j'ai pas du tout réussi à danser comme j'aurais voulu. Donc c'est quelque chose qu'on ressent totalement. Marion, dans Sweep, on a un petit rituel.
c'est que chaque personne qu'on a interviewé précédemment peut poser une question à la personne suivante. Et toi, tu auras le droit à 2 questions. Une question de Karim KH et une question de Little Chao. Mais on va commencer par la question de Karim. Karim KH t'a dit, je lis ce qu'il a dit. Marion, on se sait, on se connaît. Tu défends quoi aujourd'hui? Bah, je crois que je défends ça, je défends la liberté. Euh, ouais. Et, de l'intérieur, là. Je défends la liberté individuelle. Et, euh, et j'ai envie que les gens se sentent libres à l'intérieur, d'eux-mêmes. Et je pense que c'est ce que je défends dans mes pièces, c'est ce que je défends quand je travaille avec des artistes. C'est que j'ai envie de les faire renouer avec ce qu'ils sont à l'intérieur. Et c'est là où tu es libre. Tu vois, et il y a pas longtemps, en ce moment, je travaille avec un artiste qui s'appelle This is La Peste, et il a fait appel à moi pour ça. Et c'est les derniers moments où j'ai trouvé ça tellement fort et puissant, et que je kiffe de défendre cette liberté parce qu'en fait, je remets le curseur sur l'âme et sur qui t'es profondément. Et c'est trop beau quand tu vois des gens se reconnecter à eux-mêmes et reprendre possession de leur corps et recaler leur âme à l'intérieur de leur corps et leur offrir cet espace de liberté où ils peuvent s'exprimer sans se juger, tu vois, et danser comme ils sont et bouger comme ils sont. Et en fait, moi, je le vois de l'extérieur et les moments où je le voyais bouger, pas se juger et juste kiffer, t'es là genre, waouh, c'est tellement ouf, et c'est tellement fort et c'est tellement beau. Et tu vois les sensations qu'il ressent lui. Et clairement, ouais, c'est ce que je défends aujourd'hui, que la liberté d'être qui on est avant tout à l'intérieur. Merci pour lui, il écoutera. Voilà, Karim. Euh, pour parler un petit peu de la manière dont tu crées, euh, tu vis aujourd'hui en Normandie, dans un cadre, c'est marrant, ça fait un peu paparazzi de dire ça, mais je précise quand même qu'il y a un documentaire sur toi et des vidéos où on a accès à ça facilement pour ma défense. Mais tu vis aujourd'hui dans un cadre de nature sauvage et tout, avec des grands espaces, ce dont tu parles pas mal, ce besoin de grands espaces. J'ai vu passer une photo où, je sais pas si c'est pour le projet à venir, mais vous êtes en train de créer sur la plage. Ma question étant, est-ce que toi, au fur et à mesure des années, à force de te connaître de quel cadre tu as besoin pour être sincère, est-ce que tu repenses un peu la manière de faire des résidences artistiques? Et est-ce que tu as trouvé un cadre, un lieu où créer, un contexte où créer dans lequel tu te sens particulièrement bien? Et ben, alors après, moi personnellement, pour mon bien-être personnel, c'est vrai que j'aime bien créer en Normandie et pouvoir revenir chez moi le soir, mais parce que j'ai mon enfant, parce que je retrouve ma maison, je retrouve mon. J'ai passé les 3 quarts de ma vie à pas être chez moi, et, ma vie dans une valise, en tournée à droite à gauche. Donc là, c'est assez kiffant d'avoir cette maison, d'avoir ce quotidien, d'avoir cet endroit ancré où tu reviens et tu vas faire ta journée de travail. C'est un peu comme si j'allais au bureau. Je connais pas ce truc-là d'aller au bureau. On connaît pas, nous, les danseurs. Donc le fait d'aller travailler en résidence au théâtre de Saint-Lô ou au four à chaud à Régnéville et de rentrer le soir chez moi, c'est kiffant. Je prends ma voiture, je vais travailler au théâtre, je reviens le soir. Waouh, je me sens super sérieuse et en même temps, je me sens bien et je me sens libre. Euh, Après, c'est vrai que j'aime aussi le cadre. J'ai envie que ce soit facile, j'ai envie de pouvoir retrouver mes danseurs dans un endroit agréable, cool et qu'on puisse kiffer entre nous. Maintenant, j'ai tellement créé aussi dans la rue. Avec Swaggers, le spectacle, il s'est créé à 90% dans la rue. Que plein de fois, j'ai besoin de sortir du cadre et j'ai besoin de sortir du studio de danse. Et donc, c'est marrant, quand on a créé le grand saut, au début, on a travaillé vraiment dehors, au four à chaud, sur la pelouse, dans l'herbe. À un moment donné, je leur disais, venez, on va travailler sur la plage, venez, on va travailler dans l'eau. À un moment donné, on travaillait dans un. Il pleuvait, on pouvait pas travailler dehors, on était dans un ancien château, mais dans une pièce avec de la poussière par terre, c'était n'importe quoi.
Mais j'aime bien parfois ce cadre trop institutionnel qui peut, au bout d'un moment, me gonfler et m'enfermer. J'ai besoin de folie. Ah, on sort, on s'en va comme des chiens fous et on va créer ailleurs. Mais je dirais que le cadre principal, encore une fois, c'est une bonne équipe avec qui on rigole, avec qui on travaille et avec qui il y a de la bienveillance, même si ce terme il fait gaulerie aujourd'hui, mais ce côté, ouais, faut que c'est dans le respect et dans le plaisir. Donc le cadre principal, le plus important, c'est les gens. Il faut que l'équipe, elle défonce et qu'on ait envie de s'éclater. Donc qu'on ait envie de travailler, qu'on soit là pour les mêmes raisons, qu'on ait envie de bosser, que je sois pas toujours en train de dire allez on y va et de tirer les gens. Non, on est là, on se bute, on se bute, mais en même temps on rigole et on s'amuse. Parce qu'on fait ce métier-là pour s'éclater quand même. Donc ouais, en fait, le cadre le plus important, il est humain. Et c'est le cadre principal. Je peux aller répéter. Bon après j'ai quand même des petits envies de confort, hein, mais je pourrais être n'importe où si je suis avec une bonne équipe. Déjà c'est le principal. Hmm. Si ça te dit, on va parler, on arrive bientôt à la fin de la conversation, mais j'aimerais bien qu'on parle de ton projet à venir, de ton projet en cours. Euh, Est-ce que ça te dit de nous expliquer le thème et de quelle nécessité c'est Et parti? deux, le thème est deux. De nous expliquer le thème et de nous expliquer aussi de quelle envie, de quel besoin, vu que j'ai l'impression que tu travailles beaucoup à partir de nécessité et de besoin, de quel besoin c'est parti. Alors la prochaine pièce, si j'arrive à la faire, si je boucle mon budget et si j'ai suffisamment de heures, euh, c'est un Narcisse 2.0. Euh, c'est vrai que j'ai envie de parler de l'ego trip de notre société actuelle. Euh, c'est parti. Alors c'est parti d'où? Je te fais le cheminement. J'étais à Londres justement en train de travailler avec la Rambert Dance Company là en juillet. Et puis la musique, j'adore me balader la nuit, le soir à pied. Je kiffe trop et je mets de la musique et je me perds et je pars dans mes pensées. Et là j'avais un trip, j'écoutais que de la musique italienne, vintage. Italienne old school, ok, je tripe. Et là, je vois dans ma tête des paillettes avec avec Judith, mon ingé lumière. On a toujours voulu triper autour des paillettes, quoi. La brillance, donc je vois des paillettes, des miroirs et tout. La musique italienne, paillettes, voilà. Je sais pas, ça vient comme ça. Et 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 l'ego trip. Et il y a un truc vraiment un questionnement ces derniers temps, depuis quelques temps, où je me dis putain, mais on passe son temps à se regarder, à s'auto-filmer, à se regarder, à se regarder, à se regarder, et puis à se détester, et à faire semblant de s'aimer, mais à se regarder, et puis à tous se ressembler. Au final, tu vois, c'est un truc, tu peux voir sur Insta, t'es là, et tu vas regarder toutes les stories, et si tu suis plein de danse et de danseurs, tu regardes, et à un moment donné, tu vas te mettre à danser, et tu te dis, putain, mais wow, là, c'est... Et en fait, ça va parasiter tes influences, parce que ça va c'est tout ce que tu auras vu. C'est comme si ça allait définir un petit peu ton cadre d'inspi. Et t'es là genre, bah non, j'ai pas envie, c'est pas ça qui m'intéresse. Et au final, tout se ressemble. Tu te rends compte que c'est un peu la génération dans laquelle on est, avec TikTok et tout. Une chorégraphie et qui va être faite par les mêmes gens et les couples qui les font, ils se ressemblent tous. Tout le monde est habillé pareil, et puis c'est sur la même musique et la même choré et les mêmes moves. Et des fois, tu te dis, putain, mais ça, ce move-là, et puis même les visages et les Kardashians, elles se ressemblent toutes les meufs aujourd'hui. Il faut des grands yeux qui sont en amande avec les bouches comme ça et les petits nez. Et mais moi je suis pas comme ça. Je fais comment pour être comme ça? Pas comme ça. Et il faut les tailles toutes fines et les gros seins et les grosses seufs. Moi je peux pas. J'ai pas de hanches. Je suis en H et vas-y. T'es là genre putain. Et en fait ce truc de dans une société où on prône la différence, en fait tout est en train de se ressembler. Et
on est en train de se regarder, et tu regardes, moi je vois sur Insta l'égocentrisme, putain, le nombre de selfies, mais pardon, hein, on s'en bat les couilles de comment t'es habillé aujourd'hui, dans ton miroir, dans ton hall. C'est cool une fois de temps en temps, tu vois. Mais vas-y, genre, ce que t'as mangé, ce que t'as chié, t'es habillé, tout tourne autour de la personne, quoi. Putain, mais vous voulez pas, on regarde autre chose. Et c'est vrai que ça rend ouf. Et je comprends parce que c'est un game mais à un moment donné, tu regardes et tu dis, à toi, là, t'es tombé dedans, en fait. Et t'as même plus le recul nécessaire pour voir que tu te fichas. Toi, je comprends, t'as besoin de ce game-là. Moi, j'en suis où là-dedans? Il y a un truc, tu vois, t'as envie de jouer avec cette image. Et il y en a qui jouent très bien l'image. Et tu te rends compte qu'il y en a qui sont tombés dedans et qui se sont noyés dedans, comme Narcisse, tu vois. Et, euh, et pareil, j'ai eu plein de conversations avec des gens, des potes et des danseurs. Et ce game de réseau, et tu es là, genre, ok, ouais, tu peux être. Vas-y, t'as envie de jouer avec ça, vas-y, parce qu'effectivement, il y a du bif à prendre, effectivement, il y a des choses à faire. Mais je leur disais toujours, derrière, il faut que tu aies un truc à proposer. Parce que quand ton image, elle sera plus à la mode, quand ton image, elle va être finie, et qu'aujourd'hui, la mode, elle tourne très vite, là, tu es à la mode parce que tu corresponds à ce standard, mais demain, tu seras plus à la mode. Pareil, l'industrie de la musique, elle me perturbe parce que tu es là, genre, putain, il y a tellement de hits, tellement de tubes, tellement de gens qui sortent, et ils sont finis en 2 secondes. Et quand tu regardes les vrais artistes qui ont marqué les époques, ils sont où? Putain, ils sont où, tu vois, les Kurt Cobain, ils sont où les Michael Jackson, les James Brown, les Jimi Hendrix, ils sont où? Aujourd'hui, il y en a peu. Les gens qui ont un univers de ouf qui arrivent et qui restent, mais les Freddie Mercury, tous ces mecs-là, tu vois, et, euh, et ouais, tu te dis, putain, aujourd'hui, tout est fait pour l'image. C'est bien parce qu'on peut percer plus vite. Mais en fait, pardon, je réfléchis en même temps, je parle et tout. La meuf, elle fait un débat, elle fait un monologue. Mais tu vois, C'est bien, ça sert à ça d'avoir 1 heure. je veux parler de ça aussi, du rapport de l'icône, de l'artiste emblématique, de l'image qui appartient au peuple. Avant, tu étais fan de quelqu'un et tu savais pas grand-chose de lui. Tu vois, tu avais un peu dans les magazines People quelques trucs, mais les scandales. Mais tu comprenais l'artiste en écoutant ses chansons. Tu vois, Michael Jackson, tu le comprenais en écoutant ses chansons. Kurt Cobain, tous les gens que j'ai cités, t'écoutais les chansons. Bob Dylan et tout, et puis tu disais, ok, le message était dans la chanson. On n'avait pas besoin de savoir ce qu'il avait bouffé, de quelle couleur était son caca et où est-ce qu'il partait en vacances. Et aujourd'hui, tout le monde a besoin de rendre des comptes et on oublie le plus important, c'est putain, un artiste, chanteur, en fait, on est censé le comprendre en écoutant ses chansons parce qu'il met son âme dedans. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment vrai tout le temps. Et je trouve qu'il y a un groupe qui le fait très bien, c'est PNL, tu vois. Parce qu'on sait pas, on sait rien d'eux, un peu, mais pas grand-chose. Et en fait, quand tu écoutes leurs chansons, bah ça suffit. T'as même pas besoin de les interviewer, tu comprends. Voilà, ils parlent de ça, ils défendent ça, ils sont ça. Et c'est bon, tu vois. Et donc, ma prochaine créa, elle va évidemment dans une DA et dans une direction artistique euh, un peu cinématographique et un peu folle. Je vais parler de ça, euh, de l'apparence, de l'intérieur, comment on peut se faire voler son image par les autres et de l'importance de l'image intérieure. Donc en gros, au bout de la meuf, elle a parlé un quart d'heure pour dire c'est un narcisse. En écoutant les interviews de toi, j'avais la sensation que dans ton processus de création, il y avait souvent un truc de tu te mettais un peu à danser toute seule chez toi et qu'il y avait quand même un long moment où avant de rentrer dans le processus de création avec les artistes et tout ça, tu avais besoin de te centrer chez toi et de danser, de te faire des flashs de ce sur quoi tu veux créer. Et, euh, et là, quand t'expliquais comment
t'as créé, enfin comment l'idée t'est venue. Il y avait un peu cette idée de flash. Est-ce que c'est quelque chose qui te vient pour chacune de tes créations? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent ou là c'était assez, c'est des choses qui arrivent moins régulièrement que ça en a l'air? C'est récurrent, je crois que en regardant un peu, en analysant un peu mon parcours, j'ai l'impression que je fonctionne à peu près de la même façon, même si je suis ouverte au changement. Bah, c'est comme si c'était des mood boards en fait. Souvent c'est la musique et puis mais la musique parce que j'ai envie d'écouter ce genre de musique à ce moment-là. Et puis sur cette musique-là, il y a une image, il y a une matière ou une image. C'est très cinématographique. Tu vois, pour mon solo Massacre, je faisais des longues marches, j'étais complètement déprimée et je faisais des longues marches sur la plage avec plein de manteaux et des foulards et des trucs et je voyais ce personnage marcher et mon spectacle il commence comme ça, tu vois, avec une marche très lente, avec une grande couverture dans le froid, dans la neige. Et en fait, c'est des images, c'est des sensations, donc j'ai besoin toujours d'un cadre, de savoir où ça se passe. Euh, donc, quelle est la bande originale de ce film? Et en fait, le sujet, il vient après. Et c'est en général le sujet, c'est des questionnements. C'est thérapie, moi, mes spectacles personnels, tu vois. En tout cas, c'est des questions. J'ai envie de thèse, hypothèse, synthèse, et j'ai envie d'en parler. J'ai pas forcément de réponse à la fin, mais j'ai envie d'ouvrir le débat, genre, tiens, ça me turlupine en ce moment, faut que je fasse une créa. Et là-dessus, et ça me permet, en fait, en faisant une créa, ça me permet de développer et de me questionner et d'élucider ou pas la question. Donc ça commence très souvent par une image et une musique. Nous approchons de la fin de la conversation. Euh, et il y a une question que j'adore, que j'ai envie de te poser, parce que je trouve que c'est quand même très courageux pour. On a beaucoup parlé de posture, et quand même, cette conversation se, se regroupe autour quand même d'un thème principal qui serait la sincérité, la recherche de liberté. Moi, je trouve ça très courageux de ta part, dans la posture que tu as et la notoriété que tu as, d'assumer à ce point-là une recherche de fragilité et de sincérité. J'ai l'impression que plus les gens nous donnent une posture autour de nous, plus on acquiert une certaine notoriété, plus c'est dur des fois d'accepter d'accepter certaines fragilités, défauts, je sais pas comment les appeler. Donc merci pour le partager ici. Et ma question est liée à ça en fait parce que moi je pars du principe que pour se révéler, se rencontrer complètement en tant qu'artiste, ça passe principalement par accepter ce qu'on considérait jusqu'à présent comme des défauts dans notre danse, ou faire le deuil de certaines choses qu'on ne saura pas faire, ou faire le deuil de certains danseurs qu'on ne sera jamais. Toi, quels sont les défauts que tu as appris à accepter dans ta danse? La flemmardise. Euh, alors, je peux avoir beaucoup d'énergie parce que je suis quand même hyper active et je peux danser très fort mais j'ai la flemme. C'est pour ça que j'aurais adoré être une big girl, mais j'ai trop la flemme d'aller au sol et de breaker, en fait. Euh, J'assume ma flemmardise, ce qui fait que je danse dans l'état dans lequel je suis. Et donc, je peux danser entièrement dans cet état et du coup, ne pas vraiment être flemmarde, mais en même temps, je suis flemmarde. Attends, la question, c'est qu'est-ce que tu acceptes comme défaut, hein? Ouais. Et je crois que j'accepte de ne pas être technique. Ma technicité, elle est ailleurs. Ma technicité, elle est dans la connaissance de mon corps. J'ai appris à connaître mon corps, donc à connaître ses limites, ses fragilités, à connaître ses qualités. Donc je danse avec tout ça. Je suis pas quelqu'un de technique, je vais pas te faire des éléments techniques. Ma technique, elle est dans mon super pouvoir parce que il est là-dedans, je danse tellement avec ce que je suis que je dirais que je vais rechercher la justesse et que voilà, peut-être je vais peut-être pas avoir une danse impressionnante, je vais avoir une danse juste. Donc je suis pas technique. J'aurais adoré être une grande technicienne et être une grande envoyer des trucs de ouf.
Bah non, non. Mais voilà. Ok, merci. Pour la dernière question, on t'avait dit il y avait un autre invité qu'on avait eu auparavant qui t'avait posé une question, c'est Little Chao, euh, fameux photographe, euh, fameux photographe de la culture hip-hop et au-delà. Moi, j'ai l'impression que sa question, ouais, j'allais trop juger sa question avant de la poser, mais parce que j'ai l'impression qu'en la posant, il n'est pas au courant non plus de toute ton actualité, parce qu'il te demande si ça te manque de performer. Alors, j'adore performer, j'adore être sur scène. Bien sûr que ça me manque, mais je le fais encore. Je l'ai fait cet été, je le fais différemment en fait. Je le fais plus sous forme de collab. Je l'ai fait cet été avec le pianiste Koki à la Philharmonie. Et voilà, je performe quand je fais mes mini vidéos avec mes potes, je performe sur Instagram. Après, la scène me manque, mais voilà, j'en fais encore sous forme. Je préfère les formes éphémères, collaboratives, avec des musiciens ou pour la mode ou dans des trucs comme ça. Et paf, justement, sous forme presque d'improvisation et la performance éphémère. J'adore, j'ai envie d'en faire beaucoup plus. C'est marrant, j'en parlais il y a pas longtemps avec Julien, un ami. Je lui disais, j'ai envie de performer plus. Mais j'en fais encore et j'en ferai encore longtemps, je pense, parce que la scène, c'est la vie. Et ça me procure énormément. Je voulais juste rebondir sur un truc. Tu as dit tout à l'heure que les gens, avec la notoriété, tu vois, c'est difficile de montrer ses failles, etc. Et je te remercie. C'est vrai que j'essaye de le faire au maximum. Enfin, tu vois, juste avant, tu as rebondi en me disant les gens te mettent une posture, etc. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une safe place. Tu sais, on parle beaucoup de safe place en ce moment pour plein de sujets, mais je crois que c'est important dans n'importe quel sujet. Et moi, j'ai vraiment une safe place très forte avec des amis intimes qui ne changent pas et qui sont là pour me dire quand je déconne et quand je suis humaine et je peux des fois me la raconter ou partir en couille ou avoir des, tu vois. Et en fait, j'ai un cercle d'amis très proche, très fidèle, très sincère. Et, euh, et du coup, on peut être vraiment, bah voilà, de faire confiance, d'être qui on est et de se laisser aller dans cette safe place là me permet d'accepter d'être fragile aux yeux de tout le monde parce qu'en fait, c'est ce que je trouve beau. Moi, c'est la fragilité chez les autres, c'est l'humanité. Donc, j'essaye de maintenir ce truc-là et de me dire, c'est ce que je recherche et ce que j'aime chez les gens, il faut que je sois comme ça aussi, quoi. Donc, et grâce à cette d'amis, ça me permet de pouvoir l'être. Voilà. Ce sont de beaux mots pour conclure cette interview. Comme Karim et Little Chao, tu as le droit de poser des questions au prochain invité. Alors, il se trouve qu'on ne sait pas encore qui ça va être, parce qu'on a un peu du mal à trouver des dates où on va se rassembler avec Noé. Mais du coup, sans savoir qui sera le prochain invité, est-ce que tu pourrais lui poser une question? Eh ben, j'aimerais lui poser la question. euh, Est-ce que tu penses que ta danse est vraiment, est vraiment ta danse? Alors attends, comment je pourrais poser ça? Euh, est-ce que, euh, est-ce que ta danse est fondamentalement l'essence de ce que t'es? Est-ce que tu es vraiment sincère dans ta danse, sans posture? Et est-ce que tu penses que tu t'exprimes vraiment avec l'essence de ce que t'es? Et donc, ta danse est juste avec ça ou pas? Waouh, elle est nulle ma question. Très bien vous allez en faire un peu concis et clair. On va, ouais, on va la sculpter un peu. On va lui donner un peu de brillance Un peu comme de ça. forme. Voilà, On va lui mettre des paillettes à ta question. cool. Et enfin, avant de se dire au revoir, on aimerait te demander trois références qui toi, t'inspirent particulièrement. Ça peut être un livre, ça peut être un moment de ta vie, ça peut être un film, une musique.
mais 3 références, toi, qui t'inspirent et qui peuvent être intéressantes à partager à ceux qui nous écoutent. Alors, il y a un livre, effectivement, qui s'appelle Martin Eden, évidemment, Jack London. Jack London, merci. Oui. Qui m'inspire, il faut le lire. Justement, c'est drôle, ça parle de posture, etc. Et c'est un livre qui m'a bouleversée. Je dirais notre ami David Lynch. J'aime pas tout ce qu'il a fait, mais je trouve qu'il va jusqu'au bout de ce qu'il fait. À droite, à gauche, enfin, le mec fait des trucs, des fois, tu comprends rien. Mais il va au bout de ce qu'il fait. J'aimerais trop avoir une conversation avec lui un jour pour savoir ce qu'il a dans la tête. Et je trouve qu'artistiquement, voilà, ça fait du bien d'avoir ce genre de personnage. Et la troisième chose, franchement, c'est l'humain. Les rencontres humaines m'inspirent beaucoup. Quand je tombe sur même, hein, tu peux être inspiré Ouais, ça m'inspire beaucoup l'humain, en fait. Parce que je pense que dans la danse, en fait, c'est ce qui m'inspire le plus. C'est pas la danse, c'est l'humain qu'il y a derrière. Donc, je trouve ça assez fou, comme la rencontre avec un humain peut changer ta vie. Mm. Tu vois, en conversation, t'es là genre, waouh, j'avais pas vu les trucs comme ça. Ok, ouais, effectivement. Et ça t'ouvre des portes et des portes et des portes, et c'est trop bien. Donc, Martin Eden, David Lynch et l'humain. Voilà. Trop bien. Écoute, Marion, merci beaucoup pour cette heure que tu nous as accordée. C'était trop cool de discuter avec toi. Merci à vous. Et on invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir ce que tu fais sur Instagram, à suivre les pièces que tu es en train de monter. Et on n'a plus qu'à te souhaiter une très bonne continuation. Eh ben, merci et belle continuation à vous aussi. Big up. Merci. Ciao, Merci à plus. beaucoup. Ciao.